Petite jasette économique du mardi qui s'installe tranquillement avec notre chroniqueur bien-aimé, professeur au George Mason University, économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Et je lève son micro pour le présenter. Vincent Gelozo, salut, comment vas-tu? Salut, comment ça va? Ça va comme ça va. Là, écoute, un petit peu de soleil, on le prendrait, mais ça va, on va s'en sortir. J'aime bien le sujet parce que ça fait des années et des années qu'on entend ça. Surtout au Québec, disons au Canada, c'est quelque chose d'établi qu'on prend pour acquis. C'est-à-dire, il faut taxer les gens en paliers, puis plus tu fais de l'argent, plus il faut te taxer. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a aussi des États qui ont opté pour ce système-là. Et tu as le maire Mamdani, le nouveau maire de New York, Vincent, qui, lui, c'est exactement son pitch. C'est-à-dire, on va faire payer les riches. C'est ce que disait Jack Meeting aussi, les ultra-riches. Puis eux autres, ils vont tous payer les services de tout le monde. Puis là, ben, tu nous arrives avec une étude de l'Institut Fraser, puis je suis pas certain qu'ils sont aussi emballés que nous le sommes. Oui, puis non seulement ça, mais cette étude-là, c'est plus un résumé grand public de quelque chose que tout le monde qui travaille sur le sujet sait, mais que personne dans les médias le discute. C'est que le Canada et les États-Unis, soit dit en passant, sont des pays qui ont une des fiscalités les plus progressives dans le monde. Puis par progressive, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des gros écarts entre le taux qui est payé par des gens à bas revenus et les gens qui sont élevés, qui ont des plus hauts revenus. Alors que quand tu compares des pays que les gens pensent progressistes, mais dans l'autre sens, disons genre la Suède ou la Norvège, ben ces pays-là sont beaucoup moins progressistes en matière de taxation. En fait, ce que les pauvres sont demandés de contribuer en termes fiscaux est beaucoup plus important que ce qu'on réalise. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que, tu sais, moi, mettons, là, qu'on utilise la logique, ben moi, je la comprenais. Là, je me dis, bon, ben écoute, c'est sûr que si tu gagnes 24 000 par année, ben là, écoute, on va pas te demander 40 de ton argent. On va juste te prendre une petite poignée. Mais si t'en fais 150, bon, toi, on va pousser un peu. Mais c'est quoi le lien entre ce système-là et le fait que ça marche pas? C'est parce que les pauvres en payent pas assez? C'est parce que les riches en payent trop? C'est pas tant une affaire que ça marche pas que c'est pour souligner que ça serait presque impossible au Québec ou au Canada ou même aux États-Unis de ramasser énormément de revenus en taxant davantage les riches. Donc, la manière qu'il faut que tu penses ça, c'est que la progressivité de l'impôt, tu mesures ça en prenant l'écart entre le taux le plus bas, donc celui que quelqu'un qui est juste au seuil d'imposition paye, entre ça et le maximum. Après ça, tu tiens compte à quel point le maximum est élevé. Tu tiens compte de l'exemption, puis tu tiens compte de quelle part de tes revenus vont à l'impôt en général. Et aussi, bien sûr, la taxe qui est la plus régressive qu'on a, c'est les taxes à la consommation. Puis là, tu peux créer une mesure globale d'à quel point c'est progressiste. Mais le Canada a, toutes choses étant égales par ailleurs, un des systèmes les plus progressistes. En fait, les deux places les plus progressistes en matière de taxation, si tu prends les provinces et les États, puis après ça, tu les compares avec tous les pays, la Californie est les plus progressistes, Terre-Neuve est pas loin derrière, le Québec arrive, je pense, en 7e position, mais c'est une des places les plus progressistes en matière de taxation dans le monde. Toutes les provinces canadiennes, en passant, sont dans le top 20, là, toute la gang. Là. Exactement. Mais ça veut juste dire que si tu as déjà un des systèmes fiscaux les plus progressifs au monde, tu peux pas vraiment financer beaucoup plus de nouvelles dépenses sociales en faisant payer les riches. On est déjà au maximum de ce levier-là. C'est-à-dire que si tu veux financer les nouvelles dépenses sociales, ben les hausses substantielles de revenus devront inévitablement venir des contribuables qui sont au milieu, donc la classe moyenne, ou au bas de l'échelle. C'est-à-dire où est-ce que la masse fiscale est la plus importante, parce que au taux que tu as taxé, disons, de doubler la taxation sur le top 1%, disons, ça changera. Tu vas pas générer énormément de revenus. Et non seulement ça, même quand tu regardes déjà par exemple, quelle part des revenus, là, l'exemple de te mentionner Mamdani, mais à New York, le top 1% des contribuables new-yorkais payent c'est plus que 40% des revenus d'impôts qui sont générés par
Non, mais tu sais, c'est quoi l'objectif, finalement? C'est que, c'est que le 1% paye tout? C'est quasi, Oui, mais l'affaire, c'est que, le 1% peut quitter. Donc, oui. Avec la capacité de quitter, tu dois inévitablement passer au prochain contribuable qui n'est pas encore parti. Donc, ça doit tomber sur le milieu. Mais aussi, le point, c'est qu'éventuellement, même si, disons, il ne quitte pas, il ne peut pas générer des hausses substantielles de grande importance. C'est-à-dire que les hausses substantielles doivent venir du milieu ou du bas parce que une somme de plusieurs millions d'individus, même s'ils sont moins riches, compte pour beaucoup en termes de... Pense-y comme ça, beaucoup de petits poissons, ça fait beaucoup de viande à poisson. Ouais. Mais si t'as juste 2 gros poissons, t'en as plus, mais ça va être moins long. Oui, mais l'affaire, c'est que ça génère pas autant de revenus que les gens pensent. Fait que présentement, là, on a parce que tous les pays de l'OCDE ont des dépenses excessivement plus élevées qu'avant la COVID. Ouais. Même s'ils ont descendu un petit peu relativement au pic de la COVID, ils sont pas revenus au pré-COVID. Il y a un hangover, il y a un lendemain de veille qui ne semble pas dégrisé en termes de dépenses publiques. Et là, on a sur tous les plans, puis en fait, c'est peut-être la seule chose que je peux dire sur la mise à jour économique aujourd'hui, que il n'y a pas l'air d'avoir aucun effort pour réduire les dépenses publiques qui est crédible. Ce qu'on aurait dû s'attendre, étant donné l'historique du gouvernement provincial, si tu ne fais pas de réduction des dépenses publiques, puis qu'il faut que tu réduises éventuellement le déficit, ce que je suis en train de dire, c'est que tu n'as pas vraiment une tonne de place pour augmenter les impôts sur les riches. C'est-à-dire que présentement, si on veut sortir du déficit par la voie de la taxation, les gens devraient s'attendre que ce soit des gens plus proches de monsieur, madame, tout le monde, plutôt que les clichés des gens de Westmount qui vont payer pour ça. Là. On est dans une zone où c'est inévitable que si on veut générer plus de revenus pour l'État pour fermer un déficit, ça veut dire que les gens qui nous écoutent, qui sont pas les gens de Westmount, soit dit en passant, c'est eux qui vont faire les frais. Alors que je pense que c'est le temps qu'on se serve de ce que j'étais en train de dire pour comprendre que le seul chemin pour aller de l'avant en matière de discipline fiscale, c'est pas le chemin que les gouvernements semblent suivre présentement, c'est qu'il faut passer un peigne fin aux dépenses publiques, prendre la scie mécanique puis passer au travers. Et il n'y en a pas un qui ose faire ça. En tout cas, Éric Girard n'a pas osé le faire encore. Là, on parle de couper des grenailles là, pour ordonner une centaine de piastres tout au plus aux gens. Revenons sur le sujet principal, parce que je suis allé vérifier. Là, écoute, le 1% en Californie, c'est épouvantable. Là. C'est 55% de leurs revenus qui s'en va dans des taxes, soit fédérales ou soit de l'État de Californie. Il me semble qu'il n'y avait pas la courbe de Laffer un moment donné là, dans l'histoire. Là, que si tu dépasses la moitié, il n'y a rien de productif là-dedans. Mais il me semble que c'est connu depuis toujours, ça. C'est pas... le concept de la... OK, il y a plusieurs déchets. Il faut que je fasse une courbe. Vas-y, c'est pour ça que t'es là. La courbe de Laffer fait référence à un économiste qui s'appelle Arthur Laffer, qui avait expliqué que à un moment donné, le vieil adage que trop d'impôts tue l'impôt. Ouais. Donc, tu peux pas demander trop. Le problème, c'est que c'est difficile de savoir c'est où que le trop commence. Ouais. Donc, c'est pas à 50%. En fait, l'État est encore capable de taxer beaucoup puis de générer des revenus qui augmentent très, 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 très longtemps. Mais l'idée qu'il y a un point critique à passer lequel tu as moins de revenus que si tu taxais moins, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui s'ostine de ça. La question, c'est de quel bord du point que tu es. Ouais. Je pense qu'au Québec, l'État serait très capable de trouver des manières de générer plus de revenus en taxant plus. Le problème, c'est que c'est pas la bonne chose à regarder, ça. La bonne chose à regarder, c'est le point au-delà duquel l'État génère pas tant beaucoup de revenus que beaucoup de croissance économique. Parce que c'est possible que le point de maximum de ce que l'État dépense soit plus petit que celui qui maximise les revenus de l'État à n'importe quel moment. Donc, en fait, ce qu'il faut que tu te poses la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment maximiser les revenus de l'État comme un objectif social? Parce que si le but de maximiser les revenus de l'État comme objectif social, ce qu'on peut faire, c'est interdire aux médecins de quitter la province, interdire aux gens de quitter... Oh, excuse-moi, c'est un exemple qui fonctionne. C'est pas juste un exemple hypothétique. Tu les empêches de quitter, puis tu vas maximiser les revenus. Mais là, c'est parce que tu dérives tranquillement vers l'autoritarisme. Ça, c'est un autre sujet, tu vas me dire. C'est ça. Mais pour te rendre à ce point-là, ce qui se passe, c'est que tu as besoin
tu peux aller très loin pour maximiser les revenus en termes de taux de taxation. Mais si tu fais des mesures extrêmes comme ça, tu vas avoir moins de croissance économique, tu vas avoir moins de développement, tu vas avoir moins d'amélioration du bien-être des gens. Fait que c'est pas un objectif social de maximiser les revenus de l'État. Ce qu'on devrait faire, c'est d'aller à l'État qui est nécessaire pour avoir le plus de croissance économique possible. Puis ça veut dire peut-être un État qui se concentre bien sûr sur la police, les cours de justice. On peut après ça débattre de choses comme c'est quoi le rôle de l'État en santé, en éducation, mais je pense qu'après ça, au-delà de ça, il y a des choses que l'État n'a pas besoin de faire, comme par exemple subventionner Nordvolt, subventionner une compagnie de ballons dirigeables, subventionner une compagnie de Ah oui, on connaît la liste. d'autobus électriques. Je peux faire une liste très, très longue de choses que ça ne fait pas partie des fonctions essentielles de l'État. Puis que si on arrêtait de faire ces dépenses-là, ce qu'on aurait, c'est on aurait moins besoin de taxer. En taxant moins, on serait capable de laisser plus d'espace pour l'activité économique privée et donc d'avoir plus de croissance économique. My God, t'es un homme rempli d'espoir, c'est pour ça que je t'aime bien. Merci Vincent. Ah, écoute, je fais ça, comme dit Dunlop à McCracken, quand j'ai le temps. Ouais, Quand t'as j'ai le temps. Puis t'as le temps Quand au j'ai moins le temps. une fois par semaine. Une fois par semaine, pas plus. Salut Vincent, bonne semaine. Toujours un plaisir. Ciao.